Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour une vidéo consacrée à HOTS et plus précisément à la sortie de la nouvelle méta qui concerne la citadelle de la couronne de glace. Alors écoutez, cette vidéo en fait elle est un petit peu improvisée parce que figurez-vous que comme d'habitude, j'ai filmé mes ouvertures de booster. J'avais 136 paquets, je l'avais teasé sur Twitter et tout, et en fait j'arrive pas à extraire la vidéo, à exporter la vidéo, c'est-à-dire que ma vidéo je la mets sur la table de montage, la bidouille et tout, et ensuite je n'arrive pas à la rendre, à l'exporter. Donc écoutez, voilà, donc, du coup j'improvise une nouvelle vidéo où je vais, putain mais c'est bon ça, on a compris qu'il y avait la quête là, qu'on a une nouvelle vidéo où je vais présenter un petit peu les cartes, je ferai une review très rapide des nouvelles cartes. J'estime en fait que c'est un petit peu un mal pour un bien, dans la mesure où voilà, c'est rigolo en stream d'ouvrir des paquets, de jouer un peu à la réaction des gens, mais en vidéo, ça fait des vidéos d'une heure où on va ouvrir des paquets. Il y a toute une partie où en fait je reçois les mêmes cartes qui est très très lente. Donc écoutez, c'est mieux que je vous montre les cartes que j'ai eues, les cartes que je conseille à crafter et un petit peu ce que j'ai repéré parce que j'ai un peu joué là du coup au niveau qui peut être sympa à craft. Voilà, c'est un petit peu voilà, des conseils pour vous orienter dans cette nouvelle méta. Alors c'est parti, on part direct dans la collection. Alors, il y a un point fondamental, à mon sens, ce sont les héros DK. Au même titre qu'à Ngoro, il y avait les quêtes, qui était la nouvelle mécanique. Là, vraiment, ce qui révolutionne un peu la nouvelle méta, ce sont les héros, hein, ouais, les 9 héros que vous avez dans Hearthstone qui représentent les 9 classes, et qui, là, ont leur version Chevalier de la Mort. Et généralement, quand vous sortez cette carte, c'est un petit peu le tournant de la game, parce que vraiment, c'est des effets complètement pétés, et je les ai un petit peu tous essayés. Du coup, je vais un petit peu vous décrire leurs effets. Alors, chez le druide, alors écoutez, je vais filtrer. Voilà, trône de glace, ça va me permettre voilà, d'aller à l'essentiel. Donc Malfurion, hop, affiche-toi à mon avis. Alors Malfurion, en fait, donc pour 7, vous avez donc ce Malfurion le putride qui va prendre la place de votre portrait. Vous donnez 5 points d'armure, c'est très important, hein. Franchement c'est très important quand ça arrive en jeu, le fait d'avoir 5 points d'armure. Je vous rappelle, regardez un petit peu les sorts que vous avez habituellement, combien ça coûte 5 points d'armure en cristaux, c'est quand même pas dégueulasse. Donc dès qu'il arrive en jeu, vous pourrez choisir donc ou 2 araignées avec la toxicité, ou bien 2 scarabées avec la provocation. En gros, il fait une arrivée où il est quand même très flexible, puisqu'il vous propose de vous défendre, si vous avez besoin un petit peu, et de vous défendre. D'autant plus que vous avez un jeu qui est entièrement basé sur la provocation, donc vous fournit 2 provocations supplémentaires. Ou alors il vous fournit 2 araignées avec toxicité si jamais vous devez détruire 2 gros trucs en face. Voilà, sous réserve que votre araignée survive au tour d'après. Du coup, c'est quand même une arrivée assez sympa. Et son pouvoir héroïque, du coup, est multiplié par 3. C'est-à-dire que, en fait, vous prenez 3 points d'attaque, ou bien vous prenez 3 points de défense. Et du coup, là, Malfurion, si le druide, déjà qu'il est costaud, qu'il est dur à tuer, si en plus vous pouvez vous mettre 3 points de défense, ou de gérer un truc à 3 tous les tours en payant 2, c'est quand même un sacré luxe. Donc, c'est pas le plus fou, Malfurion, mais je veux dire, voilà, ça reste quand même une valeur sûre. Ça sort pour 7, hein, c'est pas beaucoup 7 pour tous les effets qu'il fait, étant donné que les autres sont un petit peu plus onéreux, vous allez voir. Quand on va chez le chasseur, on a un petit bijou, il sort pour 6, voilà, il sort pour 6, il est un petit peu moins cher que... C'est Rexxar le Necro-Tracker. Alors lui c'est un truc de fou, hein. Déjà bon, il arrive, il met 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses, c'est-à-dire qu'il provoque un piège explosif quand il arrive. C'est quand même sympa, ça nettoie la table. Mais alors le sort héroïque, c'est un truc de malade. En fait, pour 2, vous allez mixer 2 créatures et en créer une nouvelle. En fait, pour vous donner un exemple, si jamais vous mixez par exemple le gastéropode, l'escargot, 1-2 provocation, toxicité, vous pouvez le mixer avec donc la longue crinière des savanes, 6-5 rats d'agonie invoque de 2-2. Ça vous donne, donc pour 8, puisque vous additionnez le coût d'activation de la carte, ainsi que son endurance et sa force de frappe. Donc en gros, là dans le cas que j'énonce, vous aurez une 7-7,
voilà, qui aura le râle d'agonie du crinière, mais qui aura la provoque et la toxicité. Voilà, en fait, vous créez de nouvelles créatures pour 2, et généralement, vous pouvez faire des mélanges qui sont hyper efficients. Une fois qu'il est installé, donc c'est pour ça qu'en fait, le Rexxaron Necrotracker s'inscrit dans une logique de contrôle. Parce qu'une fois que vous êtes installé et que vous gérez avec ça, ça vous donne des créatures qui vous permettent de sortir de quasiment toutes les situations, étant donné le nombre de capacités que vous pouvez mixer. Donc c'est un vrai coup de cœur, c'est un vrai bonheur à jouer. Foncez, il est très très bon. Ensuite, nous avons donc Jaina Liche de Givre. Donc elle sort pour 9. Elle invoque un élémentaire 3-6, donc le fameux là qui sort tour 4 qui gèle. Mais en fait, si les élémentaires, ils acquis le vol de vie grâce à ce héros. Ça c'est monstrueux. C'est absolument monstrueux, puisque bon, ça se joue avec un jeu LM de préférence, sinon c'est très très bien tout seul aussi. Mais le fait que vos LM aient le vol de vie, franchement, c'est OP. Et alors, votre pouvoir héroïque, donc vous avez la traditionnelle boule de feu. Par contre, si vous achevez quelqu'un avec, donc s'il a un PV, si vous l'achevez, vous invoquez un 3-6 avec le vol de vie. C'est absolument monstrueux. Voilà, donc la Jaina, elle est vraiment OP. Elle donne le vol de vie à tous les élèves, donc... ça peut, voilà, je veux dire, tous les élèves qui ont le vol de vie, vous verrez, ça fait quand même la différence. Ça rajoute en survivabilité dans une classe qui en a déjà une très très grosse. Donc, allez-y, ça sort pour 9, c'est un peu cher, mais elle en vaut clairement la peine. Chez le paladin, nous avons Uther de la Lame d'Ébène. Donc, lui, c'est sûr, quand il arrive en jeu, déjà, il a une épée 5-3 avec le vol de vie. Ça déjà c'est monstrueux parce que potentiellement les gars sur le papier vous mettez 15 points de dégâts, vous en récupérez 15. Ça déjà c'est priceless. Je vous rappelle quand même qu'il intervient pour 9 donc en fin de game, donc à un moment où vous avez également Tyrion Fordring. Donc Tyrion Fordring avec son épée, lui avec son épée, ça fait quand même beaucoup d'épées et donc beaucoup de dégâts en face. Voilà. Et alors son pouvoir héroïque, là on a un truc de fou. Vous avez invoqué un cavalier, si vous invoquez les 4, le héros adverse est détruit. C'est monstrueux. Alors, je ne vous cache pas que c'est assez compliqué d'invoquer les 4 sans vous les faire tuer, parce que ce ne sont que des 2-2 et en fin de game, on est d'accord qu'il y a un million de trucs qui font beaucoup de dégâts. Mais voyez le truc, vous tuez le mec si vous réussissez votre coup, ouais, c'est un Exodia. Alors, il faut savoir qu'il y a un OTK autour du paladin, puisque... il y a donc un combo que j'ai plus en tête qui vous permet de réinitialiser le pouvoir héroïque avec le commissaire priseur Biardo, là, la légendaire qui sort pour 3. Donc il y a moyen en lançant des sorts de réinitialiser le pouvoir héroïque et de lancer les 4 cavaliers pendant le même tour. Ça vous permet de faire un OTK. Donc voilà, vous avez un héros DK qui vous permet de tuer un coup le mec d'en face. Et rien que ça, indépendamment du fait que la carte est très bonne, c'est quand même assez cool. Au niveau du prêtre, nous avons... alors je suis absolument fan de cette art. Vous avez Anduin le Faucheur Noir, détruit tous les serviteurs avec 5 d'attaque ou plus. Donc déjà, il arrive en fin de game, si jamais vous avez du Jade en face qui s'est un peu trop développé, ça fera le ménage. Et il aura du mal à s'en remettre, le gars. Forme du vide, inflige 2 points de dégâts après avoir joué une carte, se réinitialise. Donc en fait, vous avez quand même une grosse capacité de contrôle, puisque vous mettrez 2 points de dégâts un petit peu où vous voulez, et vous jouerez une carte, et vous pourrez recommencer. C'est quand même pas dégueulasse. Donc voilà, le Anduin clairement orienté contrôle. Voilà, et enfin je veux dire, voilà, ça fait quand même le café. Là, ça vous installe dans un petit confort, enfin c'est top quoi. Là, ensuite, vous avez un des plus puissants, vous avez les Valera. Alors, Valera, c'est pareil, c'est un coup de cœur. Elle a le camouflage. Donc déjà, vous pouvez vous en servir de Valera comme une espèce de bloc de glace. On ne pourra pas vous attaquer et vous porter une attaque finale, étant donné que vous serez camouflé. On pourra vous jeter un sort de masse, flamme infernale ou quoi, pour vous tuer. Mais ça réduit quand même le champ d'action du gars d'en face. Et alors, l'ombre de la mort. Ah, alors ça, j'ai eu le bonheur de l'exploiter en game, c'est monstrueux. En fait... Ça vous met un reflet ténébreux dans la main. Quand vous jouez une carte, le reflet ténébreux devient une copie de cette carte. Donc potentiellement, vous pourrez jouer 2 cartes OP, parce que si elle est dans votre deck et que vous la jouez à un moment donné, c'est parce que ça a un effet OP. Vous pourrez le faire 2 fois. C'est peut-être pas très concret quand j'en parle, mais je peux vous assurer qu'en game, c'est absolument monstrueux. Si c'est un sort qui va de 1 à 5, vous pourrez le jouer 2 fois. Et là, franchement, ça déchire.
Donc vraiment, Valera, elle change la game quand elle est dehors. Vraiment, c'est avec pour l'instant là, avec le chasseur, c'est des bonheurs à jouer. Le chaman, donc considéré comme beaucoup comme la plus puissante, elle déjà elle sort pour 5. Hein. Déjà 5, vous avez 5 d'armure, c'est déjà cool. Mais en plus vous avez ce champion. Transforme vos serviteurs aléatoires qui coûtent 2 cristaux de plus. Alors là vous avez une évolution plus sur votre board qui arrive pour 5. C'est absolument démoniaque. C'est absolument démoniaque. Et ensuite vous avez le pouvoir héroïque en plus, comme ça suffisait pas, qui va faire une mini évolution sur un seul perso. Mais en pouvoir héroïque, vous vous rendez compte un peu de la puissance du truc. Donc Thrall, clairement, c'est complètement pété. Je comprends même pas que ça sorte pour 5. C'est complètement OP. Visualisez un petit peu, là, ça peut même arriver T4. Voilà, le chaman, il y a quand même moyen de bien remplir son board dans les comment ça s'appelle déjà, dans les premiers tours. Donc là, vraiment, c'est un régal. C'est clairement, moi je pense, une des meilleures. Ensuite, pareil, hein, là vous avez du très très gros niveau. Vous avez donc Gul'dan, le saccage sang. Donc il sort pour 10, mais quand je vous aurais dit le truc, invoque tous les démons alliés morts pendant cette partie. C'est le Enzot du démon. Alors là, il n'y a pas de mots. C'est absolument monstrueux. Vous avez un deck démoniste qui est basé sur le contrôle avec beaucoup de démons. Vous savez, les démons qui arrivent et qui font de l'AOE. Là, celui qui sort à 6 qui met 1 point de dégâts à tout le monde. Celui qui sort à 7 et qui met 3 points de dégâts à tout le monde. Et bien dites-vous que ça fait le ménage. Et que autour 10, quand ils seront morts, vous les ferez revenir. On parle de 6-6, on parle de 7-7. Elle est complètement pétée cette carte aussi. Elle arrive tard, donc ça sous-entend qu'il faut un jeu contrôle. Et beaucoup de démons. Mais là, vraiment, il y a un jeu qui est parfait avec. Et alors, le pouvoir héroïque, dans le plus grand des calmes, pour 2, vous mettrez 3 points de dégâts où vous voulez et vous récupérez 3 points de vie. C'est déjà, on est bien dans l'optique de contrôle. Si jamais vous jouez à ça avec le héros d'en face, il perdra de la vie et vous en gagnerez à tous les tours. C'est complètement fumé. Voilà. Donc là, on est vraiment sur du très très gros perso. J'ai l'impression que j'ai dit ça sur quasiment tous, mais là vous êtes vraiment sur les plus badass. Le guerrier. Qu'est-ce que nous offre le guerrier? Donc Garrosh, seigneur du fléau. Bon, déjà le fait qu'il arrive avec 5 points d'armure dans un jeu guerrier, vous savez très bien que ça a de l'importance. Vous équipe de deuil ombre qui inflige également des dégâts aux serviteurs adjacents. Donc en fait, quand vous tapez à 4 sur un perso, ça met 4 au perso d'à côté. C'est super fort. Je mets un petit bémol dans la mesure où 4 points de dégâts sur les créatures du endgame, donc tour 8, tour 9, tour 10, c'est pas beaucoup. Vous allez vous casser les dents dessus. Mais je veux dire, voilà, ça peut quand même permettre de faire le ménage. Et si vous jouez avec beaucoup d'armure, c'est un malus que vous serez prêt à avoir. Et en fait, pour 2, ensuite, vous ferez des tourbillons. Il y a des jeux chez le guerrier qui sont absolument magnifiques. Où en fait, le fait de mettre 1 point de dégâts à tout le monde, ça vous mettra masse armure, ça vous fera piocher. Il y a vraiment des mécaniques super sympas à voir. Posé comme ça sur le papier, pour moi, ça en fait une des plus faibles. Ouais, j'ai pas peur de le dire. Garrosh, là, ça en fait une des plus faibles. Mais c'est quand même assez conséquent. Hein. Franchement, si elle, c'est la plus faible, ça vous donne une idée un petit peu de la puissance du reste. Mais vraiment, si vous avez le jeu qui va avec, le fameux 1 point de dégâts à tous les serviteurs, vous verrez, ce sera très 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 utile. Voilà, j'ai fait le tour des DK. Comme je l'avais dit, comme j'avais annoncé dans une vidéo qui ne sortira pas, donc je vous l'annonce, ce sont été mes craft prio, parce que voilà, c'est ce que j'ai choisi de jouer en premier. Ensuite, alors on part un petit peu dans les cartes de classe. Le druide, voilà, je vais pas vous dire mieux. Regardez, cette carte, voilà. Prenez T2, vous lancez une 1-5 avec provocation. T3, vous lancez une 1-6 avec provocation qui a une PV pour chaque serviteur invoqué. T4 donne plus de +2 avec serviteur avec provocation. T5, si jamais votre jeu n'est pas sorti, invoque un scarabée 1-5 avec provocation. Si votre adversaire a plus de serviteurs, relance ce sort. C'est un petit peu le lâcher les chiens avec une 1-5 provocation du druide. Alors, c'est absolument monstrueux le deck qu'ils ont essayé de construire autour du druide avec la provocation. Il est très agréable, il est très puissant, et vous verrez. Et il se combotte merveilleusement bien avec cette carte. Palfroidos, cri de guerre, donne +4/+4 et provocation à un serviteur allié. C'est absolument pété. Vraiment, j'y croyais pas trop, mais c'est absolument pété. Voilà.
Toujours chez le druide, hop, on enlève le petit filtre, toujours chez le druide. Donc voilà, il me manque Adronox. Invoque vos serviteurs à progression morts pendant la partie. C'est complètement fumé aussi hein, si vous jouez ce deck là. Donc moi c'est fumé même sans, hein, mais alors avec lui, c'est le Enzot de la provoque, étant donné que vous jouez quasiment que ça, c'est pété. Donc Malfurion, je le présente pas. Et là le fléau ultime, là on est sur du lourd, du très lourd. Parce que du coup, avec ce sort à 10, Medivh peut être intégré dans votre deck. Là clairement. Et là donc, pour 10, vous infligez 5 points de dégâts, où vous voulez. Vous piochez 5 cartes, vous gagnez 5 points d'armure, et ça invoque une goule 5-5. Que demande le peuple? C'est absolument monstrueux. Ouais. Alors c'est 100 pour 10, ça arrive en fin de partie. Mais honnêtement, ça vous remet bien dans la game. Ça vous donne beaucoup de bonus. C'est complètement OP. Voilà. Donc voilà, sur le druide, voilà, toutes ces petites cartes là sont très très bonnes. Voilà. Mais donc ouais, celui-là, moi je m'en suis crafté 2, faut pas hésiter, c'est de la boulette. Le chasseur. Là très clairement j'ai pas vu des trucs de ouf. Elle se joue. Découvre un serviteur, découvre une copie d'un serviteur de votre deck. C'est très très bon. Et ça c'est vraiment à mettre dans tous les decks. Le professeur putricide, une fois que vous avez joué un secret, place un secret de chasseur aléatoire sur le champ de bataille. C'est sympa. Il y a un deck secret honnêtement où il y a quelque chose à faire avec. Visualisez un petit peu. Hein. Si vous la posez, j'arrive pour 6. Déjà 4.54 c'est pas mal. Et sachez que pour 6, vous pouvez donc avoir 2 secrets si vous le combotez avec. Et pour 8, vous pourrez poser 4 secrets. Pensez-y dans votre tête, ça se combote. Si jamais les secrets ont tardé à arriver dans votre deck, qu'ils arrivent plutôt vers la fin, attendez putricide pour les comboter. Là c'est vraiment ultra worth it. Toujours dans un deck avec Aldagoni, les Aldagoni coûtent 2 de moins. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Donc le Rexar Necrotracker. Hein. Et donc l'archer abominable, pareil, dans un deck Aldagoni avec Enzot, hein, parce que je vous cache pas que c'est un des decks les plus forts qu'actuellement, le chasseur Aldagoni. Pour 7, une 6-7, invoque une bête alliée aléatoire morte pendant cette partie. En fait, le chasseur, il a toujours été très bon, mais a toujours manqué un petit peu de value. Et là, on vous a amené les cartes qui vous l'amènent clairement cette value. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est de la boulette. Alors, ensuite, on passe chez le mage. Alors, ça c'est clairement très bon. Hein. Dans un mage élémentaire, et donc je vous ai dit par rapport à Jaina, le mage élémentaire est bon. Votre pouvoir héroïque gèle aussi la cible. Dans une optique de ralentir un petit peu le gars d'en face, qui aurait une arme ou qui aurait une créature que vous n'aurez pas envie de vous attaquer, c'est quand même très très bon. Hein, parce que ça met un point de dégâts, ça gèle. Pour 2, vous contrôlez, vous gelez la cible avec un point de dégâts. Votre pouvoir héroïque il devient quand même très très bon. Puis 2 pour une 1-3, ça va, on se fout pas trop de votre gueule. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, le clone de glace, moi j'ai beaucoup aimé. Dans une optique où vous pouvez jouer un deck avec ça et l'image miroir, c'est quand même pas dégueu. Une fois que votre serviteur a joué un serviteur, ajoute 2 copies dans votre main, ça vous donne une value qui est quand même vraiment vraiment pas mal. Voilà, et puis dans l'optique où vous souhaitez un petit peu voler les cartes de votre adversaire. Ça pareil, hein. Pour 4, vous avez une 2-6, et elle met une image miroir dans votre main. C'est sympa. Ça donne de la value, ça met des cartes en main, ça va ralentir parce que l'image miroir quand même c'est comment ça s'appelle déjà, c'est un sort qui ralentit pas mal le gars d'en face. Donc pour le mage secret, c'est un vrai coup de pouce pour le mage OTK, pas le mage secret, le mage quête. Donc foncez, c'est une très très bonne carte. Mystère glacé. Placez un secret de chaque type de votre deck sur le champ de bataille. J'ai essayé un deck avec ça, c'est vraiment fun à jouer. Dans un deck où vous jouez vraiment tout autour du secret, vous pouvez mettre ça, ça vous blinde la fin de game, hein, ça vous met, selon comment c'est la game, ça vous met 5 secrets d'un coup. Par exemple, si vous pouvez comboter ça avec Medivh, c'est vraiment sympa. Et Sindragosa, alors je l'ai pas encore trop vu, Sindragosa. Je vais attendre avant de la crafter parce que je crois qu'elle a en récompense dans les... Oui, alors attention, gros conseil. Avant de crafter, vérifiez quelles vont être les récompenses de l'aventure de l'Estadelle, parce qu'il y a une aventure qui est sortie en même temps que toutes les cartes. Moi par exemple j'ai crafté le Gul'dan et en fait on nous le donnait dans le prologue. Donc voilà, j'ai fait une erreur, voilà, ça m'a fait dépenser beaucoup de poussière pour rien. Je crois que Sindragosa, honnêtement, vous allez la combattre dans l'aventure et je crois que c'est une récompense. Attendez avant de la crafter, vraiment. Hop, on passe chez le paladin. Alors le paladin il a ça,
1 pour une 1, provocation bouclier divin, c'est n'importe quoi. Alors là, on est sur du n'importe quoi, c'est complètement pété fumé. Donc foncez, là vraiment c'est de la bonne. Dans le deck, lui pareil, charge, vol de vie. Pour 4, en fait, vous sortez une 3-2 qui va mettre 3 points de dégâts et vous en rendre 3. Moi je dis honnêtement, ça a sa place, ça a largement sa place. Bolvar, sang de feu, une fois qu'un serviteur allié a perdu bouclier divin, gagne plus 2. Il arrive, il a le bouclier divin, c'est une 1-7 pour 5. C'est vraiment pas mal. Il y a un deck qui se pratique avec le bouclier divin qui peut être cool. Donc c'est peut-être pas une prio, mais c'est sympa. Et le garde noir, hein, chaque fois que votre héros est soigné, inflige l'équivalent sous forme de dégâts à un serviteur adverse aléatoire. Je vous rappelle quand même que le paladin, ça a pas mal de sorts de soins, notamment le chevalier d'ivoire, la pièce d'échiquier, le sort qui coûte 0, comment ça s'appelle, l'imposition des mains. Donc ça peut trouver du sens, puis c'est une 3-9 quand même, pas trop cracher dessus. Hop. Ensuite, chez le prêtre, vous avez ça, hein, qui va vous faire gagner énormément de survivabilité, puisque ça va vous redonner beaucoup de points de vie. Et en gros, ça va faire un tourbillon vol de vie du prêtre. C'est quand même pas mal. Servitude éternelle, découvre un serviteur allié mort pendant cette partie, puis l'invoque pour 4. En fin de game, ça c'est vraiment OP. Je vous rappelle que la découverte, ça vous propose entre 3. Il y aura forcément une sur 3 là, que vous regretterez d'avoir perdu et qui vous remettra bien dans la game. Dévoration mentale, copie 3 cartes du deck de votre adversaire et les place dans votre main. En termes de value, le prêtre en avait beaucoup, là vous en aurez encore plus. Invoque une copie 5/5 de serviteur aléatoire de votre deck pour 6, c'est quand même pas mal. Hein, y a beaucoup d'aléatoires, ça sort pour 6, mais c'est clairement pas mal. Étreinte ténébreuse, choisissez un serviteur adverse au début de votre tour, vous en prenez le contrôle. Voilà, une nouvelle façon de voler les cartes de votre adversaire, c'est quand même cool. L'archevêque Benedictus, j'en avais déjà parlé sur mon Twitter, place une copie du deck de votre adversaire dans votre main. Ouais, bof, c'est kikou, ça va vous préserver des decks meules. Jusqu'à preuve du contraire, je crois pas que le deck meul ce soit les plus puissants. Ça va vous déstructurer énormément votre deck. Après, voilà, vous êtes immunisé contre la fatigue. À voir, hein. À voir. Et donc celle-là, très très bonne. Pour 9, vous avez une 4-8 provocation, vol de vie, râle d'agonie, détruit un serviteur adverse. Honnêtement, dans un jeu prêtre qui aurait tendance à vouloir contrôler, à s'éterniser, c'est absolument OP. C'est absolument OP, il vous en faudra au moins une. De toute façon, le prêtre, étant donné un petit peu ce qu'ils ont fait avec le héros et tout, je pense que ce sera majoritairement des jeux contrôle, comme d'habitude. Chez le voleur, donc vous avez le jeu d'osselet. Je piocher une carte, on relance ce sort. Voilà, on adore piocher des cartes, hein, ça fait comboter et tout, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre encore? Lilian Voss, je l'ai pas eu. Remplace les sorts de votre main par des sorts aléatoires de la classe de votre adversaire. Après, c'est 4 pour une 4-5. Ça dépend. Enfin, honnêtement, moi comment ça s'appelle, j'ai ce combat avec, vous savez, là, les cartes là, qui baissent le coût d'activation des sorts qui ne sont pas à vous. Donc à voir si vous voulez vous faire une espèce de parjuré des ténèbres voleur. 5 pour une 5/5, râle d'agonie, ajoute 2 squelettes à 1 dans votre main. Très très fort. Je pense qu'il y a un truc à faire avec le voleur râle d'agonie. Pilleuse spectrale, combo, inflige des dégâts dans votre égal nombre d'autres cartes que vous avez jouées pendant ce tour. Ça c'est un petit peu ce que je me disais. Si vous combotez cette carte avec, on sait un petit peu toute la mécanique du voleur qui vise à piocher et utiliser beaucoup de cartes tous les tours, ça peut quand même faire mal au bout d'un moment. Hein. Donc le nombre de cartes qui sort pour 0, il y a moyen de se faire une grosse main là et balancer une grosse quiche au mec en face. Bon, Valéra, je la présente plus, hein. Très très bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a chez le chaman? Vous avez 2-8 pour 3, bon par contre, provocation bien sûr, surcharge 3. Alors il y a un gros chaman qui va se monter avec la surcharge, je pense qu'il y a moyen de faire un truc avec. Mais là, alors visualisez bien que T4, ça veut dire qu'il vous reste un cristaux à jouer. C'est pas beaucoup T4, hein. Tout ça pour juste avoir une 2-8 qui va vous protéger. Donc vraiment à méditer. Et donc vous avez Mourabi, chaque fois qu'un serviteur est gelé, ajoute une copie dans votre main. Ouais, à voir un petit peu, hein, si vous...
il y a beaucoup de prérequis quand même pour la rentabiliser cette carte, surtout que c'est une 4-4. Et voilà, donc là, le nouvel élémentaire spécifique au chaman qui baisse le coût de cristaux avec la surcharge. À minima, hein, je parle à minima, si vous sortez T3, la 2-8 provoque, donc ça c'est une créature qui arriverait T8. Donc juste avec une carte, ça arrive T8. Il y a un truc à faire. Je n'ai pas regardé encore le deck chaman surcharge, mais je pense que ouais, avec ce qu'on voit là, il y a quand même moyen. Alors, ensuite, le démoniste, clairement, il s'est fait un jeu contrôle de ouf avec deux petites choses. Ça c'est monstrueux. Vol de vie, 2 pour 2. C'est clairement mieux que ce qu'il y avait avant, ça coûte un de moins. Vous le placez où vous voulez, enfin, ça a clairement enterré l'autre carte. Voilà, donc ça c'est OP, ça allait quasiment dans tous les decks. Et ça c'est complètement fou. Profanation, inflige un point de dégâts à tous les serviteurs, si l'un demeure, relance le sort. Donc ça a comboté genre avec un Talnos. Et là, pour 4, 2 si vous avez un peu bien joué, vous cleanez le board. Donc c'est vraiment OP là, ils ont vraiment fait un début de game sympa. Ça va devenir OP dans les jeux des fosses. Hein, alors piochez beaucoup, mais vous allez vous défausser très rapidement. Et là du coup vous amènerez très rapidement la quête à terme. Par contre voilà, vous perdez des cartes en main, veillez à ce qu'en main il y ait plutôt les golems ou la légendaire là dont vous pouvez vous défausser tranquillou. Veillez aussi à ce que sur la table il y ait le petit diablotin, sinon ça peut quand même, c'est pas à sortir dans toutes les situations, voilà, c'est le seul bémol que je mets sur cette carte. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors l'Anatel j'ai pas encore testé, mais bon dans le jeu des fosses apparemment ça passe plutôt bien, hein. Voilà, pendant cette partie. Et alors lui il est complètement OP. 5 pour une 4-5, déjà c'est très honnête. Inflige un point de dégâts à tous les serviteurs adverses à la fin du tour. Vous êtes sur un espèce de mini baron guédon, mais que sur ceux d'en face. Alors là, honnêtement, toujours dans l'optique, cette fameuse optique de contrôle, et c'est un démon, donc il sera ramené par Gul'dan. C'est absolument monstrueux. Imaginez-vous que T5 vous avez ça, T6 vous avez l'élémentaire abyssal, et T7 vous avez le saccageur. Honnêtement, le démoniste, voilà, vous avez ça dans les 3 tours que je vous ai dit, vous avez ça en début de game. Quand même, le démoniste, ils se sont fait plaisir. Honnêtement, ils se sont fait plaisir. Au niveau du voleur, vous avez, donc pareil, dans le deck que je vous parlais un petit peu, où tous les persos là doivent prendre un petit peu des dégâts, celui-là est pas mal. 1 pour une 1-3, voilà, ça vous donne un bon starter, ce qui manquait un petit peu peut-être voilà, aux guerriers, de toute façon vous en foutez de prendre un point de dégâts, vous serez blindé d'armure. La forge des âmes, piochez 2 cartes, vous pouvez en mettre une dans votre deck, honnêtement si vous avez beaucoup d'armes, c'est cool, ça le fait. Lui très très bon, hein. 3 pour une 4-3, râle d'agonie, si on le tue pendant le tour de l'adversaire, vous prenez 6 points d'armure, c'est absolument énorme, il a des bonnes stats, il met 6 points d'armure, c'est clairement OP. Pareil, toujours en combo, là, elle arrive en jeu, elle met un point de dégâts à tout le monde, elle est retirée du jeu, elle remet un point de dégâts à tout le monde. Ouais, donc le jeu contrôle du War, avec ces 3 cartes là, il s'est offert quand même un bon renforcement. Vous mettez la fabricante d'armes, vous mettez l'acolyte de la souffrance, vous mettez le 2-7 là, qui prend des dégâts et qui quand il reçoit des dégâts met de l'armure, vous vous retrouvez quand même rapidement assez costaud pour survivre. Et vous avez Trônier Plus qui est très très bon. Invoque un serviteur légendaire chaque fois que ce serviteur survit aux dégâts qu'il subit. En gros, dès qu'il prend des dégâts, vous aurez un serviteur légendaire. C'est absolument monstrueux. Si c'était pas une carte pour les guerriers, je vous dirais c'est un des prix au craft. Je vous dirais jamais de prendre en prix au craft une carte de classe, à part les DK là, parce que c'est quand même particulier, c'est sur quoi la méta va se baser. Mais là, vraiment, il y a un énorme potentiel. Vous pouvez y aller, c'est de la bonne. Moi, regardez, je l'ai pas et je suis vraiment en train de me tâter. Ouais, non, le chasseur, je sais pas pourquoi je suis en chasseur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? Que je vois jouer, je parlais. Moi, il me semblait que ça c'était pas mal. Inflige de points de dégâts au héros adverse chaque fois que ce serviteur attaque. Moi, je trouvais que c'était cool. Hein. Voilà, ça pour un, vous avez une 2-1 qui va booster un serviteur allié. Voilà. En fait, j'ai pas encore vu les jeux aggro, mais pour moi, ça rentrait dans les jeux aggro. Donc, à voir.
Voilà, celle-là de carte pour l'instant, j'en suis pas super fan. À voir comment c'est utilisé. Genre, tout le conseil là, des vampires, là, le prince Kélesset par exemple, il est bon si vous jouez pas de serviteur de deuxième tour. C'est très discutable. 3 pour une 3-1, ajoute un serviteur aléatoire vers Aldagoni dans votre main. Voilà, à voir hein, si vous avez rien d'autre à mettre dans vos jeux avec Enzot. Elle, très très bonne, hein, je l'ai vu jouer dans pas mal de decks. Elle peut sortir pour 0. Si votre héros a été sonné ce tour-ci, sort pour 0. Sinon, vous avez 3 pour une 3-3. Vous êtes quand même sur une bonne carte. Honnêtement, ça passe tranquillou. Ça passe vraiment tranquillou. Surtout pour éventuellement si vous voulez comboter avec autre chose. Le Prince Taldaram, pareil. Lui, il est quand même pas mal joué. 4 pour une 2 de bête. Aldagoni ajoute une carte chevalier mort aléatoire dans votre main. Honnêtement, ça peut être une des belles surprises de l'extension, une carte qui peut rentrer dans quasiment tous les decks, là, vous savez, un petit peu comme Neneuil, ça paye pas de mine au début, mais vous vous rendez compte en fait que ça arrive partout. Je croyais que c'était une carte du chasseur, en fait ça rentre dans tous les decks. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que ça, Aldagoni, c'est une bête, donc le chasseur c'est absolument OP, mais surtout, les cartes Chevalier de la Mort, c'est OP de ouf. Elles sont quasiment toutes bonnes. Donc honnêtement, vous récupérez en value une très bonne carte. Donc honnêtement, voilà, là je suis vraiment à deux doigts de me le crafter, tellement je me suis convaincu moi-même du discours que je viens vous tenir. Mais vraiment, ouais, pensez-y. Ça, à mon avis, ce sera joué dans quasiment tous les decks. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ouais, elle est OP, hein. Vous vous rendez compte, là, vous avez le sort du chaman qui lui-même est OP, sans surcharge, mais pour 4, pour 1 de plus. Parce que là, concrètement, pour 4, vous avez 2 de 3 provocations. Pensez à ce que je vous ai dit sur le druide tout à l'heure, c'est quand même méchamment OP. Même pour le chaman, hein, si vous voulez l'évoluer. Je continue de tourner. Alors vous avez Valanar, cri de guerre. Si votre deck ne contient pas de cartes coûtant 4 cristaux, gagne vol de vie et provocation. Et là c'est pas mal. Parce qu'en fait, si vous voulez, le T4, il a été un petit peu laissé de côté. Il n'y a plus vraiment de cartes méchamment OP au T4, à part Barnes. Mais elle peut vraiment valoir le coup parce que au T4 d'avoir vol de vie et 4 provocation, c'est vraiment cool. Et puis le T4 c'est plus vraiment le early game. Vous voyez, le early game il se fait vraiment sur les 3 premiers tours. Vous pouvez envisager concrètement de le faire, de le mettre Valanar. Donc voilà, à étudier. Je continue ma petite tournée. Pour 5 vous avez une 2-2, Raldagoni invoque une 8-8. C'est costaud. Dans un jeu Raldagoni, franchement, vous pouvez, en plus l'art il est super beau, vous pouvez laisser la place à ce genre de petits gugus. C'est quand même cool. Une 8-8, ça devient facilement dur à gérer. Je continue, je tourne. Lui, il est très bon, hein. Ajoute une carte dragon aléatoire dans votre main, 6 pour une 6-5. Hein. Franchement, dans un deck dragon, ça a sa place pour moi, il n'y a pas de souci. Je continue, et là voilà, on arrive à la fin. Bon, ça c'est fumé de ouf, ça va rentrer dans quasiment tous les decks. De deck 4-4 il provoque un serviteur allié, aussi petit soit-il, c'est vraiment monstrueux. Donc voilà, rendez-vous compte, pour 7, vous avez ce sort qui est déjà OP, plus une 5-5, que demande le peuple, c'est absolument monstrueux. Et le roi Lich, voilà, qui est donc là, je pense, la meilleure carte de l'extension, qui va rentrer dans absolument tous vos decks, voilà. 8 pour une unité de provoque, déjà ça c'est parfait, mais en plus ça a le pouvoir d'Isera. Honnêtement, hein, les cartes Chevalier à mort, je le redis, c'est complètement fumé. Donc là, Arthas, si vous ne dépêchez pas de le tuer, il va en mettre une à tous les tours dans la main. Donc voilà, on est sur de l'Isera 2.0. Voilà, concrètement, voilà, s'il y a une carte à vous crafter en prio, les gars, c'est le roi Lich. Voilà, il rentrera dans tous vos decks sans aucun souci. Enfin voilà, gros coup de cœur. Et j'ai envie de dire, c'est normal que le roi Lich, dans cette extension, il ait droit à une carte complètement fumée. Voilà, donc je répète, votre prio, c'est ce vieux monsieur. Voilà. Bah écoutez, j'ai terminé ma petite review. Voilà. Comme vous avez vu, j'ai eu pas mal de cartes, il m'en manque encore beaucoup. Là, de tout ce que je vous ai montré, franchement au niveau du craft, j'hésite. Je pense que ça va se jouer entre donc le chien là, que je vous ai montré, le petit toutou là que je vous ai montré, ça se joue entre Arfus, et ça va se jouer entre Arfus
et trop n'y est plus. Voilà. Ce sera une des deux, honnêtement. Là, alors, je peux en crafter une, je sais pas encore. Je sais pas si je vais encore craquer un petit peu là quelques boosters, histoire d'avoir vraiment tout. Mais voilà, ce sera sûrement un truc comme ça. Même Adronox, ça fait envie. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez eu plus de chance que moi, parce que moi concrètement, au niveau du tirage, là sur tous mes boosters, j'en ai eu, mais pas énormément. Voilà, j'ai juste eu le Roi Lich, voilà, ce qui m'a fait très plaisir. Voilà, on va attendre un petit peu que la méta affiche clairement les decks phares pour vous les présenter un par un comme je fais d'habitude. Et ensuite on verra ce qu'on fait. Mais en tout cas, voilà, la méta est très très bonne, elle est très prometteuse. J'ai l'impression que je vous dis ça à chaque fois. Bah écoutez, ça veut dire que Blizzard il bosse bien à chaque fois. Mais là honnêtement, on est réellement, parce que là j'exagère pas, j'en ai pas encore vu, on est réellement sur une méta très lente. J'ai pas encore vu les jeux aggro, même si je pense qu'ils vont arriver, qu'ils vont encore nous casser les couilles. Mais là, très clairement, hein, pour l'instant tout ce que je vois c'est très lent. C'est beaucoup orienté autour des personnages DK. Donc j'espère vraiment que ça va continuer dans ce sens. Voilà, c'était la vidéo Hearthstone, présentation de la méta des Chevaliers de la Mort. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la présentation des decks. Ciao ciao.